Bonsoir, bienvenue au deuxième épisode de The Industrialist, série de workshops destinés à l'industrie 4.0. Merci à vous tous d'être là ce soir. Le premier épisode était sur les configurateurs, ça a été un succès qu'on qualifierait d'interplanétaire. C'est peut-être excessif, mais en tout cas un véritable succès pour nous, avec beaucoup de demandes et des sujets qui ont été soulevés, qui vont faire le lien. Ce soir, on parle du monde magnifique des ressources humaines, et c'est pas que les enchantimals, vous allez voir, c'est aussi un peu plus sérieux que ça. Je suis le modérateur de ce soir. Le premier soir, j'étais légitime parce que j'avais fait des études d'ingénieur aéronautique. Ce soir, je suis légitime parce que je suis responsable des ressources humaines du groupe Nochac. Sujet intéressant parce que pour une fois, on va parler d'humain, pour faire le chaînage avec l'épisode précédent. Et puis, on verra aussi comment on peut enchaîner sur le troisième épisode à venir bientôt. Les objectifs de ce workshop seront détaillés par Fabien, comme notre habitude depuis 2 épisodes. Je vais ensuite... c'est Fabien qui présentera Nicolas Béjot et Thierry Castagne. Et puis, on va peut-être simplement rappeler que nous sommes en mode Covid. On aurait voulu être tous ensemble dans une salle avec vous. Ça n'est toujours pas possible. On espère que ça le sera un jour. Mais pour conserver le côté festif, nous avons donc conservé la boîte apéro, qui est toujours, pour ceux qui étaient là déjà au premier épisode, collector. Je mettrai la mienne aux enchères dès la fin de cet épisode. Il y a des choses qui ont changé aussi. La logistique a changé. Cette fois-ci, on va prendre les questions directement. Donc le Q&A aura lieu immédiatement après les 2 présentations. Et puis, il y a des choses qui ont un peu changé, mais qui ne sont pas totalement différentes. C'est l'occasion de remercier nos partenaires. On a la brasserie Légia, qui nous a aidés. Pour ceux qui ont déjà ouvert leur boîte, vous voyez de quoi je veux parler. La chocolaterie Darcy, et puis Snell Graphics, qui chaque fois nous fait une magnifique boîte personnalisée. Et pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi elle est personnalisée, comment on a fait, eh bien, je vous enjoins à regarder le premier épisode de The Industrialist. Donc, merci à nos partenaires aussi. Et puis, je me tourne maintenant vers Fabien, que je remercie, et puis à qui je demande de présenter nos orateurs de ce soir. Merci Fabien. Merci Douglas. Je vais peut-être essayer de recadrer un petit peu aussi l'initiative ici, qui en fait s'inscrit dans l'intérêt que Nochac a toujours eu dans sa stratégie d'investissement pour l'industrie. Aujourd'hui, en fait, sa stratégie se veut plus que jamais axée sur la profitabilité et sur la valeur sociétale de la réindustrialisation, au travers d'une approche économique, durable et éthique qui lui permet de s'inscrire comme un acteur de référence dans la transition économique à laquelle sont confrontées nos entreprises. Alors, c'est la raison pour laquelle Nochac s'inscrit résolument, d'une part, dans l'accompagnement des business models, en regard des tendances sociétales et macroéconomiques régissant la compétitivité de cette nouvelle industrialisation qu'on va qualifier de 4.0, mais s'inscrit également dans la nécessité de convaincre les entrepreneurs d'investir dans une industrialisation accrue dans leurs produits et leurs processus. Alors cette nouvelle industrialisation présente un caractère évidemment multidimensionnel qui dépasse le seul aspect du numérique, qui n'est qu'un moyen en fait, et nécessite d'aborder la compétitivité de notre industrie au travers d'objectifs plus macroéconomiques, leur permettant d'être d'une part beaucoup plus rapides dans leur production, avec une flexibilité qui joue sur la variété des produits, une efficacité qui joue sur un coût équivalent à la production de masse, ou encore une agilité qui leur permet de leur faire du sur-mesure à la demande du client. Elles seront aussi nécessairement plus compétitives, ce qui permettra en fait de relocaliser de la production. Durable et efficiente, je crois que le sujet est vraiment d'actualité dans l'utilisation de leurs matières premières et de leur consommation énergétique. Et enfin, humaine, en libérant quelque part l'ensemble de l'initiative à tous les niveaux de collaborateurs. Alors,
C'est dans cet esprit qu'il y a près de 2 ans maintenant, le groupe Neuschak a initié les bases d'un écosystème industrie au travers d'une méthodologie en vue d'accompagner nos entreprises participées dans leur démarche de transformation, et ce, au travers du Smart Industry Booster, qui, en fait, s'est penché sur pas loin de un peu moins de 15 entreprises avec des plans d'investissement aux alentours des 9 millions d'euros. Donc ça, c'était une première réussite que nous avons eue dans nos initiatives. Et dans un deuxième temps, nous avons formalisé en quelque sorte notre stratégie de développement de l'écosystème autour industrie, autour de plusieurs axes en vue de renforcer l'attractivité industrielle de la région. Et ces axes sont d'une part un axe technologique qui vise quelque part à créer une masse critique au niveau technologique pour permettre de renforcer l'attractivité de la région. D'autre part, un axe immobilier qui permet en fait d'offrir les infrastructures qui sont adéquates dans le cadre de ces développements. Un axe de financement, évidemment, puisque c'est un peu notre base, quelque part, de métier, mais nous avons souhaité, quelque part, essayer d'augmenter, quelque part, cet accès au financement pour permettre aux entreprises de se développer dans un cadre tel que je viens de l'expliquer. Enfin, vous avez un dernier axe, qui est le business développement. Et c'est dans ce cadre que D'industrialist s'inscrit clairement. Il vise essentiellement à accompagner les entreprises dans leur sensibilisation aux technologies et aux défis qui sont susceptibles de renforcer leur compétitivité dans l'évolution des fondamentaux de l'industrie de demain. Dans ce cadre, nous avons souhaité mettre en œuvre une série de workshops, et le terme est choisi à l'envi pour la dynamique qu'il peut susciter, avec des thèmes concrets couvrant des problématiques quotidiennement rencontrées par nos PME. Et c'est aujourd'hui, comme l'a indiqué Douglas, le deuxième épisode de la série. Donc après s'être intéressé à l'implémentation d'outils visant à améliorer l'efficacité opérationnelle de la production, beaucoup de questions sont arrivées quelque part sur les ressources humaines, sur la formation. Et donc nous avons souhaité nous pencher sur les conséquences non négligeables de telles démarches dans l'industrie, sur la formation, sur les ressources humaines, et qui sont induites quelque part par cette évolution, que tous les acteurs de l'entreprise, auxquels les acteurs de l'entreprise sont confrontés et qu'ils doivent aujourd'hui anticiper et préparer, que ce soit au niveau de la digitalisation des usines en tant que telles, mais aussi comment approcher la fusion de la production industrielle classique avec les technologies de communication modernes tout au long de la chaîne de valeur, et que ce soit pour de la construction métallique ou bien mécanique, ou bien encore, de l'électronique. Afin d'illustrer au mieux notre propos d'aujourd'hui, nous avons voulu faire appel à 2 témoignages. Comme l'a dit Douglas, d'abord celui d'un industriel, M. Nicolas Béjot, qui est administrateur délégué des entreprises d'Ardennes, entreprise de mécanique, qui s'est engagé dans un plan d'investissement visant à améliorer l'efficacité opérationnelle de son entreprise, et qui nous témoignera de la nécessité d'accompagner ces investissements d'une vision adéquate au niveau des ressources humaines. Et d'autre part, un autre partenaire qui est M. Thierry Castagne, administrateur délégué de Technifutur, qui nous expliquera les outils que met à disposition Technifutur aux entreprises en vue de les accompagner dans l'implémentation de ces nouvelles technologies. Alors, je ne vais pas attendre plus longtemps pour passer la parole à M. Béjot, qui va nous expliquer sa vision des choses et la façon dont il a souhaité piloter son entreprise dans ce cadre. Merci Fabien. Bonjour à toutes et à tous. Donc je vais rapidement commencer en brossant un petit portrait de qui je suis, d'où je viens, où je suis. Ensuite, je présenterai la société d'Ardennes, mais très rapidement pour entrer dans le cœur du sujet, qui est des transformations qu'a subi la société d'Ardennes sur les 4-5 dernières années. Quel était le contexte à l'époque et qu'est-ce qui m'a mené à organiser, à structurer, à réaliser toutes les transformations qui sont en cours. Donc très rapidement, au niveau de mon background, je suis ingénieur en génie mécanique et j'ai d'abord eu une première partie de carrière d'une petite vingtaine d'années dans différentes industries, dans l'industrie automobile, dans l'aéronautique, dans l'éclairage public, toujours dans des fonctions liées de près ou de loin à la production, aux ateliers.
et avec toujours en guise d'objectif des questions de maîtrise de la qualité, d'augmentation des efficiences, de réduction des délais déjà. Et donc j'ai pu développer une série d'expertise, de connaissances. J'ai pu expérimenter pas mal de choses dans ce qu'on appelle le SPC, le Lean Manufacturing, le Six Sigma, enfin toutes des méthodologies d'organisation d'ateliers qui tentent toujours à réduire les gaspillages, à être de plus en plus efficaces, de plus en plus à temps. Ensuite, en 2013, j'ai eu l'opportunité de quitter le confort d'un statut d'employé pour reprendre une première société, la société Wouters, qui est aussi active dans l'usinage. Et fin 2016, avec mon associé, nous avons repris la société Dardenne, qui est active principalement dans l'usinage aéronautique et spatial. Alors rapidement, un petit portrait de la société. C'est une société qui a été créée en 1978 par Danny Dardenne. Il était tout seul, comme beaucoup de sociétés dans le courant du XXe siècle, un mécanicien de génie qui commence à faire des pièces dans son garage, tout seul. Et puis, le succès aidant, il arrive à convaincre de plus en plus de clients de lui faire confiance. Au début, il fabriquait des pièces unitaires, des outillages, des prototypes ou des toutes petites séries. Toujours dans les secteurs aéro et défense, parce que dans le bassin de la mécanique liégeoise, les deux plus grands donneurs d'ordre sont actifs dans l'aéronautique et la défense. La société a grandi entre 1978 et début des années 2000. Elle s'est structurée. Elle a réussi à obtenir les certificats ISO 9001 et EN 9100, qui sont indispensables de nos jours. Et à partir du début des années 2010-2012, une première transformation s'est produite dans la société. C'est qu'elle a été amenée à fabriquer de plus en plus ce qu'on appelle des grandes séries dans notre contexte. Ça veut dire quelques centaines de pièces, voire quelques milliers. On reste quand même dans le secteur de l'aéronautique et du spatial. On n'est pas dans le contexte automobile. Alors avec tout ça, la taille de la société a grandi, l'effectif a augmenté, on est arrivé jusqu'au courant de l'année 2019, on frôlait les 40 personnes, avec un chiffre d'affaires qui en un peu moins de 10 ans a triplé pour passer de 1 100 000 € en 2010 à 3 300 000 en 2019. Évidemment, comme tout le monde, à partir de mars 2020, on a pris un petit peu de vacances, on a arrêté un petit peu de travailler, contraint et forcé. Donc, effectivement, inévitablement, ça s'est un petit peu ressenti au niveau de la société. Alors, l'industrie 4.0, qu'est-ce que ça signifie pour la société Dardenne ? Moi, j'ai toujours vu l'industrie, tout ce qu'on appelle le 4.0, c'est 3 grands axes d'investissement à mes yeux. Il y a un premier axe qui est l'investissement dans l'humain. C'est soit au niveau de l'évolution de ses compétences, parce que le contexte devient de plus en plus complexe, les machines deviennent de plus en plus compliquées à appréhender, à utiliser. Et donc, il y a une nécessaire mise à niveau de tout le personnel, non seulement au niveau technique, mais aussi bien souvent, en tout cas dans le cas des petites sociétés comme Dardenne, au niveau nouvelles méthodes d'organisation. Plus de flexibilité, ça s'organise aussi, ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. Une flexibilité improvisée, ça s'appelle le chaos. Une réelle flexibilité structurelle, c'est quelque chose qui doit s'installer, s'organiser d'une manière très, très précise. Deuxième axe d'investissement, c'est les investissements dans les processus, la façon dont les choses se passent, que ce soit au niveau technique, mais aussi surtout au niveau organisationnel, au niveau administratif. Et troisième axe d'investissement dans des projets 4.0, c'est celui en général qu'on voit le plus, mais qui pour moi est la cerise sur le gâteau, c'est les investissements à caractère technologique. C'est des machines de plus en plus autonomes, c'est des robots, de l'automatisation au niveau des processus de fabrication. C'est l'intégration de l'IT, donc des systèmes de communication de plus en plus poussés. C'est beaucoup plus de digitalisation, c'est un mot à la mode pour le moment. C'est, pourquoi pas, ça arrive déjà maintenant, l'utilisation de certaines formes d'intelligence artificielle pour prendre des décisions dans certains cas bien particuliers.
Moi, pour le cas de la société Dardenne, et étant donné la situation de la société quand je l'ai repris, j'ai commencé par investir massivement dans les 2 premiers points, à savoir dans les hommes, dans l'humain et dans les processus. Alors pourquoi ? Premier cas au niveau de la situation Dardenne, c'est la situation de la reprise. Donc j'ai repris la société à son père fondateur. Et comme beaucoup de petites sociétés qui sont nées par le travail de leur papa, le style de management qui était installé lorsque j'ai repris la société était extrêmement directif. J'appelle ça un management patriarcal. J'entends par là que Danny Dardenne décidait et l'ensemble du personnel de la société Dardenne exécutait les décisions de Danny. Ça marche très très bien jusqu'à un certain point, jusqu'à un certain volume d'activité. Parce qu'à un moment donné, c'est le père fondateur qui devient le principal frein à la croissance de sa société. Ça peut causer des problèmes de santé, ça peut causer des problèmes de manque de flexibilité. Et quand j'ai repris la société avec mon associé, la réputation de la société Dardenne était au top au niveau de la qualité et des compétences techniques, la capacité de fabriquer des pièces extrêmement complexes, mais elle était en dessous de tout en termes de fiabilité par rapport au délai annoncé. Et donc, cette modification, ce premier changement auquel tout le monde a dû s'habituer chez Dardenne, c'est-à-dire passer d'un chef, d'un patron qui décidait tout le temps de tout pour tout le monde, à un patron qui a décidé de mettre en place une organisation beaucoup plus flexible, ça a été un premier choc pour l'ensemble du personnel. Clairement, c'est une certaine forme de confort que les personnes perdent un petit peu. C'est très confortable de pouvoir se reposer sur une seule personne qui va décider de tout ce qu'il y a à décider dans la société, de se contenter d'exécuter les décisions. Ce que ça a introduit dans le cadre de la société Dardenne, évidemment, il y a eu, comme partout, un peu de résistance, un peu de crainte, un peu d'inconnu à lever. Ça m'a permis d'introduire dans les esprits de chacun, et en particulier l'encadrement, une certaine forme de capacité d'adaptation au changement. Clairement, pendant les premiers mois, j'ai énormément bousculé, alors gentiment, j'ai bousculé un petit peu toutes les personnes de l'encadrement pour essayer de provoquer des réactions et essayer de faire passer le message que le changement n'est pas forcément mauvais. Deuxième étape, une fois que j'ai pu casser un petit peu, je vais dire, les murs conservateurs de la société, ça a été, entre 2017 et 2019, une réorganisation complète de l'encadrement. Alors pourquoi cette réorganisation complète ? La société Dardenne se pensait ou s'estimait être extrêmement flexible, parce que dès qu'un problème apparaissait, chaque fois, une personne essayait de se l'approprier et de le résoudre du mieux de ses capacités. C'est ce que j'appelle la flexibilité chaotique, la flexibilité désorganisée. À mes yeux, la seule bonne flexibilité, c'est un petit peu le modèle chinois, le modèle Toyota, c'est une flexibilité où chacun connaît très précisément son rôle et ses responsabilités, quels que soient les événements qui se produisent dans la société. Et donc la réorganisation de l'encadrement a consisté en une redéfinition des rôles, redéfinition de description de fonctions, beaucoup de séances de discussion, d'échanges, de formation avec les différentes personnes concernées, pour aussi leur faire comprendre quelques concepts clés dans les rôles et les responsabilités d'un encadrement, comme par exemple un chef, ce n'est pas celui qui décide de tout pour tout le monde. Et ça a été une des grosses difficultés dans le cas de la société Dardenne, parce que le seul modèle que tous les employés de Dardenne ont jamais connu, pratiquement, c'était ce type de modèle. Le chef, le patron décide, et tout qui est en dessous de lui, entre guillemets, il se tait et il exécute. Donc il a fallu commencer à introduire des notions de... Le chef, c'est plutôt celui qui coach, qui aide à faire grandir,
qui assure la formation des gens, qui s'assure que face à un problème, chacun va pouvoir y apporter la réponse qu'il peut y apporter à son niveau, afin de petit à petit déléguer les responsabilités dans l'ensemble, à travers l'ensemble du personnel. Et deuxième chose qu'il a fallu repréciser, c'est qu'avoir des responsabilités, ce n'est pas nécessairement exercer un rôle d'autorité. Avoir des responsabilités, c'est autre chose que de simplement porter tout seul le poids du fardeau, pouvoir soulever la coupe en cas de succès ou assumer la punition en cas d'échec. Et donc ça, ce travail-là est passé par énormément de formation, de séances de coaching individuelles ou en groupe. Donc évidemment, c'est beaucoup de temps à consacrer et des montants importants à investir dans l'évolution des personnes. Une fois que cette première base, cette première couche était faite, la deuxième étape, ça a été de réellement passer à un système de pilotage des processus. Et donc expliquer que tous ces nouveaux responsables, avec leur nouveau rôle au sein de la société, étaient responsables de l'output, du résultat de différents processus. Et pour s'approprier, pour piloter correctement un processus, pour le maîtriser, eh bien, il est indispensable de le mesurer. Ça, c'est aussi quelque chose dans les petites structures, dans les PME, qui n'est pas acquis. Ce n'est pas quelque chose d'inné. Pourtant, je n'arrête pas d'expliquer à tout le monde que quand on part en vacances et qu'on a envie d'être à l'heure de l'apéro au camping dans le sud de la France et qu'on a 800 km à faire, eh bien, on sait qu'il faut partir 8 heures avant, parce qu'en moyenne, on roule à du 100 km/h sur les autoroutes françaises. Et donc, il faut se mettre en route à un certain moment. Et on sait que si on n'a pas passé Luxembourg après 2 heures de route, eh bien, on va peut-être rater l'apéro, ou alors il va falloir accélérer. C'est ce qui serait extrêmement dommage, tout à fait. Mais c'est exactement le même principe. C'est définir un objectif, mesurer l'écart par rapport à cet objectif, corriger, et puis recommencer. Donc ça, c'est une notion, on a énormément travaillé là-dessus chez Dardenne pour introduire cette notion de pilotage des processus qui est évidemment intimement liée aux responsabilités que chacun doit assumer dans la société. Et troisième axe de travail avec l'encadrement entre 2017 et 2019, c'est la pratique de la délégation. Délégation, à nouveau, ce n'est pas quelque chose d'inné, ce n'est pas quelque chose que tout le monde fait naturellement. Il a fallu passer par des formations et aussi beaucoup de coaching pour expliquer la différence entre délégation et abandon de tâches à d'autres personnes, à des collègues. Apprendre la nécessité, toute la difficulté de fixer correctement des bons objectifs, alors sans rentrer dans le cadre d'Ardenne dans des systèmes extrêmement documentés, extrêmement formalisés, mais il y a toujours les règles de base de la délégation qui est que les objectifs doivent être partagés, doivent être mesurables, doivent être atteignables. Donc ça, je fais un petit peu mon coach en ressources humaines, mais ça marche aussi, c'est toujours valable dans les petites sociétés, même si on ne met pas tout un cadre vraiment structuré là derrière. Sur cette base-là, sur ces fondations-là, on a pu commencer à ajouter les autres briques, à ajouter les briques de transformation en termes de processus. Donc petit à petit, faire des petits chantiers lean, commencer à aborder des idées telles que le 5S, le SMED, on n'en est pas encore loin, très très loin, mais j'ai considéré que si la fondation n'était pas solide, c'est-à-dire si on n'avait pas un personnel qui était prêt à embrasser le changement, qui ne craignait pas le changement, mais qui, au contraire, captait chaque opportunité d'amélioration, chaque opportunité de changement comme quelque chose qui peut potentiellement être positif pour la société et pour soi-même. Mais c'était très compliqué. J'ai considéré que c'était peut-être risqué de jeter de l'argent par les fenêtres, d'installer des systèmes technologiques pointus. Donc, maintenant que la fondation, je vais dire, est construite, et le travail est loin d'être terminé, parce que ce qu'il y a de fabuleux avec les hommes, c'est que le travail n'est jamais terminé. C'est pas comme une machine, malheureusement, où quand on lui dit d'aller à droite, elle continue à aller à droite tant qu'on ne pousse pas sur un autre bouton. Les hommes évoluent, changent, parfois pour un mieux, parfois pour un moins bien. C'est ça qui fait ce travail-là, qui rend ce travail-là extrêmement intéressant.
Mais une fois que cette fondation a été mise en place, l'objectif maintenant, à partir de 2019, c'est d'installer une réelle culture d'amélioration continue au sein de la société. Parce que c'est là-dessus qu'on va pouvoir venir mettre des briques technologiques et faire en sorte que chacun cherche à exploiter au mieux toute opportunité d'amélioration. C'est-à-dire utiliser de façon plus efficace une machine, un outil, un processus, chercher les problèmes, non pas pour trouver des coupables, mais pour y apporter des solutions et rendre tous les processus plus efficaces, mieux maîtrisables, plus fiables. Et aussi en termes de culture, je reviens au problème original de Dardenne, qui était un problème de fiabilité par rapport au délai annoncé. Donc l'objectif maintenant, c'est de transformer petit à petit la culture familiale de Dardenne, qui est tout le monde se bat pour la société et tout le monde fait de son mieux dans l'intérêt, ou ce qu'il pense être l'intérêt de la société. Donc de plus en plus, on essaye d'introduire une culture, on prend et on tient des engagements. Et à nouveau, là, on revient sur le système de pilotage des processus, parce que prendre et tenir des engagements, c'est se fixer un objectif, c'est mesurer, c'est faire évidemment ce qu'on a prévu de faire, mesurer l'écart entre le résultat attendu et le résultat obtenu, et puis c'est recommencer, refixer un nouvel objectif et ainsi de suite. Et comme ça, l'objectif au niveau de la société, c'est de devenir une des références dans les délais courts, donc la qualité et la maîtrise technologique, c'est quelque chose d'acquis, donc c'est quelque chose qu'on cultive. Mais à travers toutes ces modifications, toutes ces évolutions, l'ambition, c'est que Dardenne soit reconnue comme une des sociétés les plus flexibles, les plus agiles. On a la taille qu'il faut pour être agile. Il reste maintenant à mettre derrière les états d'esprit, les attitudes et les processus suffisamment maîtrisés pour atteindre cet objectif ambitieux. Voilà. Merci. Nicolas, avant de passer la parole à Thierry, je vais juste faire une toute petite parenthèse, si je peux me permettre, parce que ça a évoqué dans nos discussions deux sujets qu'on avait soulevés intéressants. Le premier, donc dans une autre vie, et Nicolas y faisait référence, j'ai travaillé dans une boîte japonaise qui s'appelait Toyota, et dans laquelle on fabriquait des machines, donc c'est pas que des voitures, c'est des chariots élévateurs, dans une usine en France. Et au début, on travaillait avec une usine et c'était nos camarades japonais qui nous expédiaient les pièces et on les assemblait. Et donc, on pensait avoir une culture de la qualité vraiment au top quand on demandait 99,9% de qualité. Et quelle ne fut pas la surprise lors des premiers shipments de vérins hydrauliques quand il y avait donc une boîte avec 999 vérins identifiés. Et puis, il y en avait un qui avait été mis de côté avec une petite étiquette rouge. Et donc, on avait demandé au gars du shipment à Nagoya, mais pourquoi vous avez distingué ? Et il nous avait dit, mais vous avez demandé 909 parfaits et un pas parfait, donc on vous en a mis 909 parfaits et un pas parfait. C'est ça que vous voulez. Donc, pour nous, c'était vraiment c'était vraiment totalement bizarre et étrange. Et la deuxième chose qu'on avait évoquée, j'avais envie d'y revenir, c'est que et donc, évidemment, on parle humain, donc évidemment, on va glisser sur la philosophie, et puis je rendrai la main à Thierry tout de suite pour nous ramener dans le monde de la réalité. Mais cette obsession à chercher des coupables, c'est très judéo-chrétien. Et c'est pas pour faire de la philosophie, mais quand on travaille dans une entreprise japonaise, on apprend que la question du coupable n'a absolument aucun intérêt, puisque l'objectif, c'est de faire ensemble 999 ou même 1000 pièces parfaites. Et c'est le focus sur l'objectif. Et le groupe est au service de l'objectif. Donc, tout ce que tu as eu la gentillesse de partager avec nous et nous vient en partie des Japonais qui, je pense, ont encore quelques leçons à nous donner en termes de qualité. Mais voilà, grâce à des initiatives comme la tienne, on avance. C'est chouette. Merci. Désolé, voilà. Merci. Bonsoir à toutes et à tous et merci de cette initiative. Donc je crois que ça sera très complémentaire à l'intervention précédente de Nicolas.
Donc pour vous dire en quelques mots qui je suis, donc j'ai passé 28 ans actif, j'espère, dans la Fédération de l'industrie technologique Agoria, où j'ai exercé plusieurs fonctions. Et depuis 2019, donc, je suis administrateur délégué de Technifutur, ici à Liège. Donc dans la présentation qui va être faite, je vais plutôt prendre cet angle d'approche, je vais dire, par rapport à la problématique du jour, le point de vue d'un centre de formation, de compétences actives dans l'industrie, mais également, et ça fait partie aussi de mon expérience, donc je continue à avoir une série d'engagements au niveau de l'écosystème, des écosystèmes, au niveau de la société. Je suis notamment président de la Fondation pour l'enseignement, président du conseil d'orientation de l'ARES, l'Académie de recherche et de l'enseignement supérieur, et aussi vice-président de l'Agence du numérique, ce qui permet d'avoir à la fois une expérience, je veux dire un peu bottom-up, ou de terrain, mais aussi d'avoir cette ambition, en tout cas, modestement, de participer à la transformation du système. Parce qu'on verra que sur le sujet dont on va parler aujourd'hui, on a parfois des outils qui sont en main ici, immédiats, mais il faut changer aussi le gros système, l'enseignement, la formation, et c'est une autre affaire pour rencontrer les besoins de transformation de nos entreprises. Alors, sur Technifutur, mais je ne sais pas si, j'imagine que vous connaissez à Liège en tout cas ce qu'est Technifutur. Donc Technifutur, c'est un centre de compétences, on ne parle d'ailleurs pas de centre de formation. La formation, c'est un moyen, mais ce qui est important, c'est d'atteindre les compétences nécessaires aux entreprises. Ça a été créé par l'industrie et pour l'industrie en 1990, donc ça fait quand même déjà 30 ans maintenant. Et c'est un partenariat privé, je commence par le privé, et public, puisque Agoria, qui est à l'origine avec les partenaires sociaux, s'est joint le monde de l'enseignement, et en particulier l'Université de Liège, et également le Forum. Donc, il est situé ici à Liège, donc au Sartillement, mais également sur le campus Francorchamps, donc sur le plus beau circuit du monde. Alors, l'activité représente dans une année normale de l'ordre de 19 millions d'euros. Donc, c'est le plus gros centre de formation technologique en Belgique francophone, dont 30%, et j'insiste là-dessus, provient d'un financement privé, c'est-à-dire que c'est de la facturation aux entreprises. Parce que parfois on dit, mais Technifutur, c'est une administration, c'est un centre subsidié. Même pour les activités financées par le public, c'est avec des commandes qui sont passées par les pouvoirs publics pour nos différents publics, avec des objectifs à atteindre. Si on ne les atteint pas, nous ne savons pas être financés. Donc il y a cette obligation de résultats et de services. 750 entreprises clients donc, par an avec une facturation, je l'ai dit, 250 établissements d'enseignement, que ce soit l'enseignement technique et professionnel ou bien les hautes écoles et les universités. 20 000 personnes formées par an, personnes différentes, parce qu'il y a plus d'inscriptions bien entendu, 850 000 heures de formation. Alors, le Covid, notamment, nous a amené à réinventer aussi le digital learning, notamment, et tout ce qui est, on le voit aujourd'hui, les technologies qui permettent des activités en distanciel. Mais 14% de nos activités en 2020 ont, par la force des choses, basculé en distanciel. Et donc au niveau de l'effectif, il y a à peu près 130 personnes, 83 sur le payroll, des détachements du Forum ou de l'enseignement, ainsi que la plupart de nos formateurs sont des formateurs externes. Donc ils peuvent être des entreprises, des consultants, des enseignants, etc. Alors l'activité de Technifutur, il y a 3 grands pôles. L'industrie, on est au cœur aujourd'hui de ce sujet, et le numérique, parce que quand on parle du 4.0, c'est un peu le mariage entre l'industrie et le numérique. Et alors on a un pôle aussi mobilité, plus particulièrement à partir de Francorchamps. Voilà, alors nos clients, si on peut dire, les différents publics que nous sommes amenés à former, sont les entreprises, à peu près 10 000 personnes par an, donc ouvriers, employés, dirigeants d'entreprises, viennent en formation à Technifutur, où Technifutur va former les personnes sur site, chez les clients, dans les entreprises. Nous avons également une série de séminaires à destination de ce public entreprise. L'enseignement, qui est un deuxième domaine, et on parlera sans doute tout à l'heure des pénuries dans le domaine industriel et des compétences. Nous avons effectivement, vu les équipements et le parc machine important que nous avons à Technifutur, à peu près de l'ordre de 9000 personnes du monde de l'enseignement qui fréquentent Technifutur, mais pour des formations courtes, généralement là, comme pour les entreprises. Par contre, les demandeurs d'emploi sont des formations de longue durée, généralement, surtout dans les métiers en pénurie. Et le Forum, par exemple, dans les domaines d'activité qui sont Technifutur, n'a plus d'offres spécifiques. Tout est logé
à Technifutur, ici au Sartèlement. Alors, puisque le sujet du jour, et on nous demande souvent, c'est quoi le futur de l'industrie? Le jeu de mots est facile, c'est l'industrie du futur. Pourquoi ce mot? D'ailleurs, c'est le 4.0. J'ai dit que j'étais à l'agence du numérique, notamment comme vice-président. On a lancé il y a quelques années, Cargoria, avec le monde industriel, un vaste programme autour de l'industrie 4.0. Alors, qu'est-ce que c'est l'industrie 4.0? À quoi ça sert, etc. Alors, mieux qu'un long discours, nous avons une petite vidéo ici de 4 minutes. C'est une initiative, et il me plaît de le souligner ici, qui est menée Technifutur avec JobAtSkills et dans le cadre d'un réseau de démonstrateurs. Mais le démonstrateur dont on va parler ici est une première en Wallonie, puisque depuis 1 an maintenant, il est actif à Technifutur et accessible aux industriels. On lance la vidéo en régie. L'industrie 4.0 désigne l'industrie du futur, c'est-à-dire les entreprises qui sont connectées, robotisées, intelligentes également, et qui visent à produire de manière plus efficace, sur mesure et plus flexible pour mieux répondre aux attentes des clients. Les frontières entre le monde digital et le monde physique s'estompent pour donner lieu à un environnement où interagissent de manière beaucoup plus active l'homme, la machine et les produits. L'homme est au centre du processus et ses compétences sont en évolution constante, d'où l'importance d'ailleurs de la formation pour tous et tout au long de la vie. Il faut investir dans l'industrie 4.0 pour 3 raisons. Première raison, pour mieux répondre aux attentes du consommateur qui souhaite des produits plus personnalisés, livrés plus rapidement, moins chers et plus intelligents et interactifs. La deuxième raison, c'est pour ancrer l'industrie, les entreprises, l'emploi dans nos régions, voire relocaliser ces emplois et ces activités dans nos régions. Et la troisième raison, c'est pour améliorer les conditions de travail et environnementales, ainsi que pour améliorer les compétences des personnes. Le démonstrateur Industrie 4.0, c'est 9 stations et 3 étapes transversales. Le démonstrateur Industrie 4.0 est accessible à tous, que vous soyez étudiant, enseignant, que vous soyez demandeur d'emploi, que vous soyez personnel ou dirigeant d'entreprise. N'hésitez pas à prendre contact et on vous recevra pour les activités de formation ou de sensibilisation. Voilà, donc, et la question pour terminer ici, qui n'est pas les moindres,
et les réponses seront en flash pour ouvrir peut-être le débat, mais quel est l'impact finalement de cette transformation industrielle sur les compétences du point de vue, en tout cas, qui est le mien à Technifutur, mais aussi dans les autres mandats dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'on parle parfois de nouveaux métiers. Et ce qui peut donner l'impression, d'ailleurs, parfois dans les discussions qu'on a avec les pouvoirs publics ou même les syndicats ou le personnel, il y a les nouveaux métiers, le 4.0 pour certains élus, et puis les autres, ils sont has-been, c'est les anciens métiers. En réalité, il y a très peu de nouveaux métiers. Tous les métiers sont en transformation. Et le 4.0, sous les différentes facettes, dans les processus, sur les produits, même les business models, parce qu'en fait, ça touche à tout. Chaque métier doit être revisité, doit faire l'objet aussi de transformation. Et c'est les digital skills, notamment. Agori avait lancé d'ailleurs une étude qui est toujours menée aujourd'hui avec les pouvoirs publics, qui s'appelle Be the Change, qui était de voir sur tous les métiers quel est l'impact du numérique et quelle est la transformation des compétences, qu'elles soient hard skills ou soft skills, sur les métiers. Ce qui m'amène au deuxième point d'ailleurs, c'est que la dimension, et Nicolas en a parlé très justement avant mon intervention, les soft skills sont très importantes. Et parfois, d'ailleurs, ça surprend. On dit, on vient à Technifutur, on s'attend à avoir des formations pour les soudeurs, les chaudronniers, les usineurs, les électromécaniciens, la maintenance. Mais vous avez beaucoup de formations aussi, soft skills, 10% à peu près. Ce sont des formations qui sont demandées par les entreprises. Et donc, on ne peut pas dissocier aujourd'hui la technologie, la transformation industrielle, des hard skills qui restent importantes, parce qu'il faut quand même avoir des compétences techniques, mais les soft skills prennent une part de plus en plus importante, évidemment, dans l'éducation, dans la formation. Troisième impact, c'est l'hybridation technologique et des métiers. Et donc, on a souvent fonctionné dans les entreprises, c'était parfois aussi le taylorisme, en silo avec les compétences. L'enseignement, c'était comme ça aussi. Enfin, nos parents ou grands-parents, il y avait les mécaniciens, il y avait les gens qui étaient dans le métal, et les électriciens. Puis, il y a 30 ou 40 ans, on a parlé des électromécaniciens. Tiens, l'électricité et la mécanique pouvaient avoir un rapport. On parle aujourd'hui de mécatroniciens, vous le savez, dans vos entreprises, vous qui nous regardez. Quand on prend l'impression 3D, c'est le numérique, c'est les matériaux, c'est aussi un peu de l'usinage. Enfin. Donc, de plus en plus, l'hybridation technologique qui est présente dans les entreprises a des impacts très importants aussi sur la façon dont l'enseignement ou la formation doit se réinventer et ne plus travailler en silo, mais intégrer finalement cette hybridation des technologies et des compétences. L'offre sur mesure. Souvent encore, on me demande, tiens, où est le catalogue de Technifutur ? Enfin, écoutez, le catalogue, c'est vous, enfin. Nous sommes dans une approche sur commande et une réponse personnalisée. Le catalogue, c'est assez figé. Donc, on a dû réinventer aussi nos modes d'apprentissage, de sorte d'avoir une orientation client forte, et pas uniquement par rapport aux entreprises, même par rapport aux écoles ou par rapport à certains clients spécifiques. Donc le sur-mesure est très important aussi pour un centre de compétences et de formation. Ce n'est pas toujours évident à faire passer ça dans le monde de l'enseignement, mais ça c'est pour lancer peut-être le débat où on considère que le client ou l'entreprise, il faut pas s'y frotter de trop près. Mais les évolutions sont très importantes et des organisations comme JobAtSkills contribuent très fort à rapprocher les deux mondes. Le digital learning, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Le digital learning, c'est ce qui fait aussi qu'on est passé de centre de formation en centre d'apprentissage. Ce n'est pas pour le jeu de mots, mais dans le centre de formation, c'est le formateur qui est au centre, qui est le roi, qui pilote tout. Mais il faut passer dans une conversion où finalement, c'est l'apprenant, le travailleur, le dirigeant d'entreprise, qui est l'acteur de l'apprentissage. C'est lui qui gère son capital de compétences et n'est pas dans un rôle passif, donc il doit considérer davantage le formateur comme un coach qui l'accompagne, qui le soutient, mais c'est lui d'abord, et ce n'est pas toujours évident non plus dans les rapports avec le personnel, de faire en sorte que... le personnel, tu as parlé tout à l'heure des transformations dans ton entreprise, on s'attend à ce que ce soit le patron, que ce soit le dirigeant d'entreprise qui dise ce que je dois faire, y compris tu dois te former à ça. Mais non, il faut que l'employeur considère aussi que son personnel a des idées, peut gérer ses compétences et peut venir, tiens, je ferai bien telle formation, j'ai vu le soir telle technologie nouvelle qui pourrait intéresser l'entreprise. Donc un rôle plus actif dans lequel les technologies, notamment numériques, on parle des classes inversées, enfin il y a toute une série d'apprentissages qui sont réinventés aussi. Et alors enfin, et ça me fait plaisir, évidemment, les initiatives comme NoShack, le JobAtSkills, les universités, Technifutur, les pôles de compétitivité, il y a un foisonnement d'acteurs pour relever ces défis de la transformation industrielle du 4.0 et ils doivent travailler dans des écosystèmes, dans des partenariats. Il faut dire que notamment ici à Liège, on est bien servi puisque les gens ont l'habitude de travailler ensemble, les outils financiers, les centres de recherche, les centres de formation, les universités, les pôles de compétitivité et donc on relèvera les défis du futur notamment qu'en ayant des écosystèmes forts où il y a une chaîne de valeur aussi dans les réponses qu'on peut apporter aux entreprises pour mieux
leur permettent de réussir leur transformation. Voilà, j'espère avoir été complet et respecter le timing. Merci Thierry, merci Nicolas. Je trouve ça intéressant de constater qu'en fait, c'est le même schéma qui s'applique dans la formation ou qui s'applique sur la réalité du terrain dans l'entreprise. Les mêmes mots qui reviennent, hybridation, délégation, inversion, de centralisation. Enfin, tous ces mouvements qui sont à l'œuvre en formation le sont dans l'entreprise et vice-versa. C'est pas par hasard. Ce que je veux vous proposer, si vous voulez bien, c'est vous prêter au jeu des questions et réponses. On m'a soufflé dans l'oreillette que j'avais été un tout petit peu excessif en disant que le succès avait été interplanétaire pour le premier épisode. Je serai donc plus modéré en disant qu'on a explosé le standard avec les questions. Tout petit standard. Mais on a quand même quelques questions assez intéressantes. Et la première, j'ai envie de la poser d'abord à Thierry. Ok, c'est quoi donc le défi de demain alors? C'est quoi? Si je peux pas mettre 3 défis, mais j'en ai déjà abordé 2, donc ça va aller vite. Mais ce qui me semble le plus important, c'est la transition. On a parlé beaucoup du numérique et transition environnementale, climatique. Donc on se rend compte que beaucoup d'entreprises sont confrontées à de nouvelles contraintes aussi au niveau environnemental, etc. On est dans un monde où le climat, et je crois que ça touche aussi toute la population, parce qu'on ne sait pas dissocier son rôle de dirigeant d'entreprise ou de travailleur de son rôle de citoyen. Donc il faut voir le numérique et l'environnemental, si on peut dire, la transition comme des opportunités. Et donc nous, en matière de formation, on doit réinventer finalement notre offre en vue de rencontrer ces 2 défis. Donc je les ai abordés rapidement. Il y a un point dont on n'a pas parlé, c'est un autre défi important, c'est les pénuries. Et donc on est confronté, mais les entreprises, je crois, qui sont avec nous ce soir, peuvent en parler aussi bien que moi, pour trouver les STEM, comme on dit, les techniciens, les ingénieurs, tout ce qui est métier scientifique, c'est de plus en plus difficile. Il n'en sort pas assez des écoles, malgré la crise. Mais structurellement, on a été dans des opérations ensemble, en usinage, par exemple, pour trouver un usineur ou un soudeur. Enfin, c'est vraiment très difficile. Et donc, ce défi-là, il est très important aussi, parce qu'on n'aura pas de développement évidemment de l'industrie si on continue à avoir des pénuries. Ce qui est à Liège comme ailleurs, tout à fait quand même surprenant, puisqu'on a quand même encore un taux de chômage qui reste préoccupant. Donc tous ces efforts qui sont faits pour lutter contre les pénuries, c'est quelque chose qui est indispensable, dans lequel on est actif, mais aux côtés des entreprises qui sont victimes quelque part de ces pénuries de personnel qualifié. Et alors l'innovation pédagogique, j'en ai parlé tout à l'heure, ça c'est un 3e défi qui me paraît important. Nous devons aussi réinventer, comme il y a une transformation, c'est l'éducation 4.0 ou la formation 4.0. Nous devons aussi réinventer nos modes d'apprentissage dans les voies que j'ai esquissées tout à l'heure. Peut-être que le Covid a donc été un accélérateur, une opportunité. Ça peut être mais ça, c'est la dimension qui va être distancielle, mais ça va bien au-delà de ça. Quand on dit qu'il faut que l'apprenant soit au centre, qu'on soit orienté client avec l'apprenant qui est plus actif dans la démarche, où le formateur est davantage coach. Donc voilà, le digital learning, ce n'est pas simplement du distanciel, c'est aussi en présentiel une autre manière d'aborder la formation. Bon, par exemple, pour être concret aussi, par exemple à Technifutur, on fait de plus en plus de classes ateliers où les formations théoriques ne se donnent plus dans une salle à part et puis on vient en pratique sur les machines. Non, la classe, elle est dans l'atelier avec des interactions permanentes et où la transmission évidemment des compétences se fait aussi de plus en plus peer-to-peer, donc entre apprenants, entre eux, et c'est comme ça qu'on exerce aussi évidemment les soft skills, la solidarité, la gestion de projet, une obligation de résultat, y compris sur les délais, mais où ce sont les apprenants eux-mêmes qui sont acteurs du travail, et pas un travail individuel en formation, mais plutôt collectif. Donc voilà, sur ce 3e défi, la transformation de l'éducation, ce sont des points importants parce que ça touche aussi la culture des apprenants, qui lorsqu'ils vont se retrouver en entreprise, auront expérimenté aussi la culture de gestion par projet, travail en équipe, culture du résultat plutôt que des moyens. On a pris des exemples tout à l'heure, je crois que c'est important. Je me tais. Non, c'est intéressant. C'est passionnant. Oui, évidemment, c'est passionnant. L'humain est passionnant. Ça répond à la question suivante, qui était effectivement plutôt sur l'impact de la digitalisation sur les profils qu'on recherche. Tu y as répondu en préemptant sur la question, mais c'est pas grave, parce que je me tourne alors maintenant vers Nicolas en disant
OK, quels sont les profils et c'est pas une offre d'emploi, hein, c'est pas, je sois très clair sur le sujet. Nicolas ne recherche pas des gens pour l'instant, ou en tout cas, s'il le fait, il est vraiment très, très fort et très, très discret. Quels sont les profils que tu recherches et qu'est-ce qu'ils ont de particulier que tu as du mal aujourd'hui à trouver et qui pourraient peut-être d'ailleurs être nourris par un passage chez Thierry ou ailleurs. On cherche qui pour l'instant? La difficulté dans notre métier, Thierry l'a abordé, c'est l'attractivité en elle-même de ce type de métier. C'est un métier, l'usinage, c'est extrêmement compliqué, il devient de plus en plus compliqué. La digitalisation, en fait, a déjà commencé il y a de nombreuses années avec les machines-outils. Et c'est un métier où il faut combiner à la fois des dons au niveau manuel, on va pas se le cacher, hein, on touche la matière, on touche les outils, donc parfois, même si les ateliers sont de plus en plus propres, on se salit les mains. C'est un métier extrêmement exigeant en termes intellectuels aussi, parce que ce sont des ordinateurs qu'il faut apprendre à programmer. Quand on doit lire, interpréter le plan d'un client, il faut avoir quand même des bonnes connaissances de base en mathématiques, en géométrie. Donc, tout ça mis l'un dans l'autre, c'est un cumul de compétences qui en décourage plus d'un. Et je veux dire, la digitalisation, ce n'est que la petite cerise sur le gâteau. Donc, quels sont les profils recherchés? Moi, je cherche avant tout des personnes ouvertes, avec un état d'esprit ouvert. Comme Thierry le disait, qui sont suffisamment passionnées et curieuses pour aller regarder des petites séquences YouTube, soit sur les temps de midi, pendant les pauses, voire même le soir. À titre personnel, je suis très soucieux de la séparation un petit peu des vies, malgré tout. Dans ce monde dans lequel on vit, il y a de plus en plus d'interpénétration entre le boulot, la vie de famille, enfin tout est en train un petit peu de se mélanger. Moi, je suis de la vieille école, donc j'estime que c'est quand même important à certains moments de retirer la prise et de s'occuper de sa famille et de ne pas penser à la pièce qu'il va falloir réaliser le lendemain. Mais ça, quoi. Un petit peu, voilà, un peu. Mais je termine cette petite parenthèse philosophique. Mais je dirais l'ouverture d'esprit et ce caractère, cette soif d'apprendre par soi-même, c'est extrêmement important. Parce qu'il n'y a pas réellement d'école qui va apprendre l'industrie 4.0. On va pas former des usineurs 4.0. Mais donc, il y a quand même une base qui est une base scientifique, une base technique, une base en mathématiques à avoir. Et puis là-dessus, on va pouvoir construire petit à petit, et ça, j'estime que c'est le rôle des entreprises, avec l'aide, avec le support de centres de formation, de construire sur ces bonnes volontés, sur ces ouvertures à l'apprentissage qu'il y a chez les gens, de leur donner ces connaissances qu'ils veulent acquérir. Mais est-ce que ça veut dire qu'on ne les trouve pas aujourd'hui? Est-ce que ça veut dire, je suis désolé, peut-être c'est un pavé dans la mare, est-ce que ça veut dire que l'enseignement, aujourd'hui, ne fournit plus ces compétences? Pour moi, ce n'est pas un problème de compétences, mais à nouveau, c'est mon avis. Beaucoup de jeunes et de moins jeunes que l'on récupère pour exercer les différents métiers chez nous, sont dans une situation avec un énorme déficit d'estime d'eux-mêmes. J'explique souvent, ils sont dans un parcours d'échec. Donc ce sont des gens à qui on n'a pas cessé de dire, année après année, tu es trop bête pour l'enseignement secondaire général, tu vas tomber en technique, tu es trop bête pour l'enseignement technique, tu vas tomber en professionnel, et tu es trop bête pour le professionnel, tu vas tomber je ne sais pas où, mais nulle part, mais tu ne vaux rien. Donc, bien souvent, et sur les 5 dernières années, j'ai quand même eu beaucoup de recrutements à faire. Les meilleurs éléments que j'ai maintenant, c'est des personnes, des garçons, des filles, pour lesquels il a fallu d'abord investir beaucoup de temps à se reconstruire une forme d'estime d'eux-mêmes, redonner un minimum de confiance dans l'avenir, dans le futur, dans le fait qu'ils peuvent apprendre un métier, que c'est un métier qui va potentiellement peut-être leur permettre de nourrir leur famille, de faire grandir leurs enfants jusqu'à la fin de leur carrière, qui peuvent même éventuellement s'amuser à fabriquer des pièces, parce que je considère qu'il n'y a pas plus intéressant comme métier que de fabriquer des choses concrètement. Et donc c'est dans ce sens-là qu'on peut dire que le système a failli. Il n'y a pas de voie
alternative pour les personnes qui ne sont peut-être pas formatées pour un enseignement traditionnel, primaire, secondaire, université. Et donc, c'est ça qui ralentit un petit peu l'acquisition de nouvelles personnes ou l'intégration de nouvelles personnes dans nos sociétés. C'est passionnant. Je vois Thierry qui opine, donc j'ai envie de dire... Oui, sur le même sujet, mais donc avec ma casquette Technifutur, mais aussi active dans d'autres milieux de l'enseignement. En fait, les problèmes, à mon avis, sont différents entre l'enseignement qualifiant, comme on dit, donc secondaire, technique professionnelle, et les raisons qui ont été données par Nicolas sont très justes, évidemment. Le problème existe également au niveau de l'enseignement supérieur. Les baccalauréats ou les ingénieurs, il en manque aussi. Ce n'est pas les mêmes raisons, parce que généralement, on ne fait pas ingénieur civil ou même ingénieur industriel parce qu'on a raté ailleurs. Au contraire, à la limite, on n'y va peut-être pas parce qu'on trouve que c'est peut-être trop exigeant, trop rigoureux. Et donc, ce sont des matières qui sont généralement quand même réputées comme... Bon, ce n'est pas un parcours de santé de s'engager dans ces études-là. Donc, les problèmes sur les pénuries entre l'enseignement supérieur et l'enseignement qualifiant, secondaire, ce n'est pas les mêmes raisons sans doute, mais il y a des pénuries des deux côtés. Donc il faut les adresser. Alors on ne va pas faire un débat là-dessus parce qu'on en a pour 1 heure, mais puisqu'on est ici en milieu d'entreprise, je crois qu'une des solutions notamment, c'est de pouvoir le plus tôt possible faire goûter le monde de l'entreprise, la culture de l'entreprise aux jeunes qui sont en formation initiale. Et je sais bien que ce n'est pas toujours évident pour des PME notamment de dire, en plus quand on a une crise Covid ou si on a du chômage économique pour l'instant, etc., je ne vais quand même pas prendre en plus un stagiaire qui vient d'un baccalauréat en électromécanique ou un soudeur qui est dans l'enseignement professionnel, alors que c'est déjà difficile chez moi. Mais c'est un investissement fondamental. On parlait d'investissement dans chaque financier, mais l'investissement sur les ressources humaines, c'est très important aussi. Et donc de pouvoir aussi accueillir, et c'est ce qu'on fait à Technifutur, mais là on est dans notre mission, des jeunes, mais près de la moitié de notre population formée, ce sont des jeunes qui viennent de l'enseignement. Mais venir à Technifutur, c'est déjà pas mal, mais ça ne remplacera jamais un passage pour un stage ou une formation en alternance qu'on fait maintenant même au niveau des baccalauréats et qu'on fait au niveau des masters. À Liège, ici, vous avez à la Haute École de la province de Liège, en gestion de production, un master complètement en alternance sur 2 ans. Et donc, chaque fois qu'on parvient à ne pas attendre la fin de la scolarité, et parfois à 23 ans ou à 21 ans pour la première fois découvrir l'entreprise. Comment voulez-vous que la culture s'acquiert en peu de temps? Donc si dès 16 ans, 17 ans, 18 ans, au fur et à mesure de sa scolarité, on va déjà en entreprise et que les entreprises font l'effort, et elles le font généralement, d'accueillir, malgré les circonstances économiques, en permanence un certain nombre de jeunes, eh bien, je crois qu'on va parvenir progressivement à restaurer une culture, une image de l'industrie et peut-être des vocations davantage pour ces formations technologiques et ces carrières technologiques dans les entreprises. Donc en fait, c'était le contraire. On pensait que c'était Nicolas qui faisait une offre d'emploi, mais en fait, c'est Thierry qui nous dit... qui vous dit, prenez des stagiaires, prenez des gens qui ont envie. C'est un investissement pour le futur. Absolument, c'est un investissement. Avant de passer la parole à Fabien pour une question plus sur justement ce financement, il y a une question d'Amel Tounzi qui nous dit, et donc je peux supposer que, je la connais, c'est une collègue, qui dit, mais tiens, dans le fond, est-ce que c'est difficile de recruter des femmes dans vos métiers? Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas simple parce que y a peu de candidates. Clairement, il y a quand même peu de femmes et dans les initiatives qu'on a prises en formation spécifique sur l'usinage, clairement, oui. Moins de 5%. Moins de 5% de femmes. Pourquoi alors, encore une fois, je ne vois pas d'autre explication qu'une réputation du métier, d'un métier sale, d'un métier lourd, d'un métier d'homme. Mais je suis convaincu d'une chose, c'est que plus on va évoluer vers de la digitalisation, vers une image propre, et il faut parfois aller voir certains ateliers qui sont... c'est des labos, quoi, c'est d'une propreté absolument époustouflante. Et plus on va rendre ces métiers aussi complexes, je pense que ça va redonner un peu d'attractivité.
Et la complexité, les dames sont tout autant capables, voire même plus parfois que certains hommes de réaliser des choses surprenantes dans ces contextes-là. Donc, je me tourne vers Fabien peut-être pour la question du financement finalement, parce que donc là maintenant le case est fait, il faut engager des stagiaires, on a envie, il faut engager des femmes, on commence où et puis qu'est-ce que nous chaque pouvons faire? Bien. Je voudrais d'abord faire une remarque par rapport à ce que j'ai entendu là maintenant, parce qu'il faut tordre un peu le cou aussi à des canards à un moment donné. Et je pense que si on entend nos deux orateurs ici, il ressort en tous les cas que les conséquences les plus importantes que l'on peut constater dans cette mutation de l'industrie, c'est du changement sur la nature de l'emploi. Donc on parle souvent des robots et des emplois. Je pense simplement que les robots ne remplacent pas les métiers, ils remplacent des tâches. Et ça, c'est très important de faire cette nuance-là, parce que quelqu'un qui fait de la maintenance à un moment donné, il ne le fera pas de la même façon, mais il le fera quand même encore. Et il va upgrader quelque part ses qualifications. Donc ça, c'est un premier élément que je voulais souligner. Ça, c'est vraiment par rapport à la formation et surtout en fait le mental que l'on doit avoir dans cette nouvelle organisation. Et justement, en parlant de cette nouvelle organisation-là, ce qui est ressorti très très fort, et je pense qu'il faut vraiment en avoir conscience, et je pense que aussi bien Thierry que Nicolas ont insisté là-dessus, c'est qu'on voit se dessiner en fait un nouveau mode d'organisation, très clairement. Dans des processus de production qui vont, à un moment donné, être fondés sur, d'une part, une interaction et également une communication, en fait, entre, d'une part, tous les stades du processus de production, mais également aussi tous les acteurs qui tournent autour de l'entreprise. Et ça, je pense que c'est important. C'est vraiment, moi, je retiens ces deux éléments-là. Il y a un aspect purement, organisationnel, mais qui a une implication sur la culture aussi. Et d'autre part, aussi dire que le métier que l'on fait de base, à un moment donné, ce métier, il faut simplement l'adapter à un autre contexte, mais la mécanique restera toujours dans la mécanique. Elle sera appliquée, autrement. Alors, moi, je suis... compte tenu justement des enjeux qui viennent d'être mis sur la table, on se rend compte qu'en fait, ces mutations vont dans le sens d'une montée en gamme, quelque part, du système productif, on veut, qui doit tirer, quelque part, les personnes aussi, et donc qui nécessite des qualifications en permanence, renouvelées, et favoriser aussi, comme on l'a dit, d'un point de vue culturel, l'agilité, l'autonomie, une opérationnalité différente des travailleurs. Donc à partir du moment où on est dans un contexte où une entreprise investit, l'entreprise elle a la responsabilité aussi, à un moment donné, de pouvoir créer un environnement propice, quelque part, à pouvoir accompagner le développement permanent, quelque part, de la formation de ces travailleurs. C'est ce que je retiens, en tous les cas, on a déjà discuté, on le sait bien, mais ça c'est clair. Et c'est la raison pour laquelle, quelque part, Nochac essaye de s'inscrire aussi dans un mode d'investissement qui, lui, évolue et se modernise. Et donc, nous ne pouvons pas concevoir que dans un contexte comme celui-là, à partir du moment où on accompagne des entreprises dans cette nouvelle industrialisation par des investissements, automatiquement, dans cet investissement, il doit y avoir de l'investissement immatériel aussi sur lequel nous devons nous fixer. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons déjà eu, l'une ou l'autre de nos entreprises, que nous avons accompagnées et où nous avons prévu, effectivement, des postes de financement pour vraiment encadrer, quelque part, la mise en œuvre de ces investissements-là et l'implémentation dans l'entreprise, parce que ça fait partie d'un tout. Comme on l'a dit, c'est une question d'organisation, une question humaine, et pas rien que du côté immobilisé. Oui.
Oui, c'est intéressant parce que ça veut dire que on est en train de remettre, on l'a dit, c'était un peu l'incipit de ce workshop, on est en train de remettre l'humain au centre des préoccupations. En fait, on travaille sur des choses comme les habitudes, on a toujours fait comme ça, pourquoi on ferait autrement ? Et alors, ça a l'air un peu sympa et c'est chouette et on monte en gamme et je suis complètement le raisonnement de Fabien. Néanmoins, cette montée en gamme fait qu'il y a peut-être aussi des frictions qui deviennent des tensions, qui deviennent des points de rupture. Il y a eu des départs chez vous ? Alors oui, chez nous, il y a eu des départs, clairement. Alors, pas des dizaines, mais il y a notamment une personne qui a quitté la société parce que j'expliquais un petit peu cette perte de confort quand il faut passer du rôle d'exécutant simple en attendant que le patron prenne la décision à des responsabilités à assumer. Une personne a quitté la société parce que, oui, elle n'était pas prête à accepter cette perte de confort. Heureusement, c'est toujours des cas vraiment très limités, très ponctuels. Alors, il y a eu d'énormes tensions, clairement. Ce qui est essentiel, peut-être un petit peu comme dans une famille, Dardenne est une société familiale. Ce qui est important dans ces cas-là, c'est jamais rompre le dialogue, la discussion. Faut toujours chercher, essayer de mettre les choses à plat. Essayer de prendre du recul par rapport à ces bouffées d'émotions qui peuvent monter d'un côté ou de l'autre. Donc il y a eu des cris de colère, il y a eu des portes qui claquent, mais finalement tout le monde a évolué un petit peu à sa propre vitesse. Et puis maintenant, l'atmosphère est beaucoup plus sereine et ce n'est plus un drame quand il y a un imprévu, un aléa, un changement, un client qui change d'avis ou ce genre de choses. C'est dans ce sens-là que je peux dire maintenant qu'en tout cas, l'attitude par rapport au changement a radicalement évolué sur 4 ans depuis qu'on a commencé ce travail. Oui. Alors je me tourne vers Thierry. 10% des formations qui sont, on va dire, en soft skills, donc peut-être communication, négociation, travail en équipe, gestion de projet, gestion de projet, gestion du stress et de tout. C'est finalement peu à écouter, Nicolas, de dire 10%. Est-ce que on va voir chez Technifutur une croissance de ce volet-là qui va peut-être d'année en année devenir de plus en plus important ? Oui. Deux choses là-dessus, parce que c'est aussi un malentendu parfois avec le monde de l'enseignement et de la formation. Quand on dit que les soft skills prennent de plus en plus d'importance, qu'il faut attacher de l'importance à cette dimension-là dans l'éducation, dans la formation, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la formation sur les hard skills au départ. Parce que l'enseignement prend souvent, ça dit « Ah ben oui, donc vous voulez des gens motivés de ça, ben on va faire plus que de l'éducation. » Mais enfin, à un moment donné, il faut quand même que le soudeur il puisse souder, que l'usineur il puisse usiner et que le médecin puisse faire de la médecine. Il n'y a pas que des soft skills. Donc, hard skills, c'est les conditions nécessaires, mais pas suffisantes. Et les soft skills s'ajoutent. Donc, les deux sont liés. Et Technifutur, donc, continuera à avoir 90% de son activité dans des formations industrielles, dans tous les domaines, mobilité, numérique, et 10%, à mon avis, autour des soft skills. Pourquoi est-ce qu'on le fait ? C'était une discussion qu'on avait parfois, d'ailleurs, avec les entreprises, je crois, qui nous regardent, qui sont avec nous, sont sûrement essentiellement dans l'industrie, je crois. C'est que donner la gestion du stress, gestion de projet, le travail en équipe, toute une série de soft skills qui sont utiles dans les entreprises, l'esprit d'initiative, etc. D'une manière générale, est déconnecté de l'industrie, aussi bien un public qui se retrouverait dans l'administration, dans les grandes surfaces, dans le monde bancaire, dans l'industrie, dans le non-marchand, dans les hôpitaux. C'est une formation générale autour des soft skills. Et on s'est rendu compte il y a quelques années que, alors que nous, on n'était pas dans ces métiers-là, les entreprises disaient, mais vous savez, donner ces formations-là avec un vernis industriel, parce qu'évidemment, toutes ces matières, ou ces aptitudes dont je viens de parler, le faire dans l'industrie, c'est un environnement qui est différent, évidemment, d'un hôpital. Et donc donner une culture aussi autour des soft skills, une culture industrielle. On a un public ouvrier. On n'a pas un public ouvrier ou beaucoup moins dans le monde bancaire. Donc aborder la gestion de projet, le travail en équipe en tenant compte de culture ouvrière ou industrielle,
c'est important d'incarner finalement dans une réalité les soft skills et pas les désincarner. Parce qu'on peut nous dire, et j'ai rien contre les formations générales sur les soft skills, c'est très intéressant, mais il faut que ce soit appliqué à une réalité industrielle. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important. Mais donc, sur les soft skills, je voulais vraiment rebondir. Les soft skills ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'hard skills aussi, il faut les deux. Et c'est très important. Tout à fait, super. On est, alors pas bombardé, mais enfin, les questions continuent et on pourrait, j'ai l'impression, y passer beaucoup de temps. J'ai aussi l'impression qu'on commence à y répondre et voir se dessiner. Et je suis assez touché par cette discussion. Finalement, on parle d'industrie 4.0 et on a peu parlé d'industrie au sens des métiers. On a parlé de ce qui va la valoriser. Et ce qui va valoriser cette industrie demain, ça reste l'humain. C'est un beau challenge. Je suis particulièrement touché par le commentaire de Nicolas sur l'estime de soi, qui finalement est cette dernière couche ou cette première couche, je ne sais pas où, voilà, mais qui est aussi une condition pour effectivement pousser la porte d'un centre de formation, pousser la porte d'un employeur, accepter un stage et y croire. Et pour nous, qui nous disons provocateurs de possible, c'est aussi une image inspirante sur laquelle j'ai envie de terminer. Je vais juste passer la parole à Fabien pour conclure. Je me tourne aussi vers ceux qui ont encore des questions. Je regrette, on court après le temps, on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions. On y répondra si vous les envoyez ou on les a sur theindustrialist@nochac.be. Donc on va pouvoir y répondre. Donc il n'y a pas de souci, mais on n'y répondra pas en public maintenant. Et donc je me tourne vers Fabien peut-être pour conclure. Vous souhaitez une bonne soirée, vous dire que vous pouvez décapsuler la bière si vous ne l'avez pas encore fait. Nous, on va attendre quelques minutes, pas plus. Donc Fabien, tu fais court, comme ça nous, on peut aller décapsuler nos bières. Mais ça va être vite fait. De toute façon, je veux juste rappeler le message que j'ai fait passer juste un petit peu avant et dire que Nochac, ce n'est pas simplement de l'investissement corporel, c'est de l'investissement incorporel aussi, tout autour. On a donc une approche qui est très large dans l'approche de cette nouvelle industrie, de cette industrie du futur, pour d'une part accompagner évidemment l'évolution de l'entreprise, mais accompagner aussi l'évolution de tous ceux qui évoluent. Et donc on compte ça évidemment dans l'ensemble de nos plans d'investissement que l'on peut intégrer dans nos travaux. Et donc nous essayons de développer avec une série de partenaires, parce que nous ne savons pas tout faire, évidemment. Nous, on a une base financière, je vais dire, dans notre approche, c'est clair, économique, je préfère même économique que financière. Et cette approche, évidemment, on s'entoure, je veux dire, des meilleurs acteurs et des meilleurs partenariats que l'on puisse faire, pour offrir une solution, je veux dire, sur mesure pour les entreprises que nous accompagnons. Super. Merci Fabien, merci Thierry, merci Nicolas, merci à nos partenaires. Et puis restez en contact, il y aura un troisième épisode bientôt sur un sujet très techno, parce qu'il n'y a pas de raison de s'en priver non plus. Hein. Thierry l'a rappelé, on n'est pas là que pour parler de soft skills, on est aussi là pour parler de hard skills, de techno. Et donc je pense que le troisième épisode pourrait être consacré aux capteurs. Donc restez stay tuned, comme on dit, et puis à la session prochaine. Merci, bonne soirée, au revoir.